Salut à tous et on se retrouve pour la review fluff de ce codex Aeldari ou Aeldari, je sais pas comment on le dit. Moi je vais avoir tendance peut-être à les appeler encore les Eldar parce que c'est vrai que j'ai passé plus de 20 ans à les appeler les Eldar. Alors de temps en temps on disait Craftworld parce que c'était les Eldar des vaisseaux mondes. Maintenant ce côté Craftworld a disparu et d'ailleurs ce codex n'est pas un codex Craftworld puisque vous allez avoir dedans les Inari, on verra ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, les Corsaires Eldar Noirs, ça c'est une toute nouvelle faction en fait, même si elle existait déjà dans le fluff, eh bien elle n'était jamais présente en tant que figurine, là elle va y être. On a évidemment le Craftworld qui s'appelle les Azuriani, on n'a pas les Drukhari qui sont les Eldar Noirs, mais c'est bien la seule faction. On n'a pas non plus remarqué les Exodites, parce qu'on aurait pu avoir les Exodites, mais on en parle quand même beaucoup, donc ça sous-entend que je pense peut-être que d'ici une version ou deux, on aura des Exodites quand même, peut-être, parce qu'ils le mettent tellement vraiment dans le fluff qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas. Et puis, ceux que j'ai oubliés, ce sont les Arlequins. Avant, il y avait un codex spécifique pour les Arlequins. Maintenant, dorénavant, c'est dans ce codex-là. Après, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont nous sortir quand même aussi un codex Arlequin. Ce serait peut-être une mauvaise surprise, ou à moins qu'ils sortent vraiment de nouvelles unités, mais bon, honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'on est plutôt sur un âge de raison, je l'espère, je croise les doigts. Donc, un codex avec les Eldar des vaisseaux mondes, les Arlequins, les Inari et les Corsaires. On va voir ensemble tout ce qu'il y a dedans. Alors tout d'abord, pour regarder la couverture que je trouve assez réussie, alors bien sûr il y a pas mal de bleu, si vous me connaissez vous savez que j'aime bien ça, mais il y a une belle mise en avant en fait de l'Autarque, donc c'est plutôt assez sympathique. Alors ensuite, c'est bien comme d'habitude, on va lire un petit peu le premier fluff de mise en bouche, donc les Eldari déchus et dispersés, ils sont les vestiges brisés d'un empire victime de sa perversité et de sa décadence. On aura le temps de le voir, mais c'est vrai que c'est un élément majeur de la description de cette faction, mais malheur à ceux qui pensent qu'ils sont faibles, ils sont aussi perfides qu'inconstants, aussi disciplinés que capricieux. Ils lisent dans l'écheveau du destin comme dans un livre et combattent comme s'ils étaient nés les armes à la main. Ils luttent pour leur survie et considèrent toutes les autres espèces comme inférieures, voire comme de la vermine. Les sous-estimés ne mènent qu'à la mort. Et c'est vrai qu'on a une vision qui est quand même un peu plus sombre que ce qu'on avait à l'époque d'il y a pas mal de temps. Alors je me permets de faire comme ça pas mal de petits allées et venues entre ce que c'était à l'époque il y a une quinzaine d'années et puis ce que c'est maintenant. Déjà, rien que dans le design, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sombre. Même ici, vous allez le voir dans les bandeaux comme ça qui occupent la mise en page, eh bien on est sur quelque chose qui est plus sombre que ce que ça pouvait être avant, ou avant, ce qui était vraiment mis en avant chez les Eldar à l'époque justement, c'était le côté noble, et là en fait, on a ce côté un petit peu pervers, ce côté moins un petit peu manichéen qui pouvait y avoir peut-être à une époque où c'était l'entité, enfin c'était la faction qui luttait contre le chaos, qui manipulait certes un petit peu les autres, mais il n'y avait pas cette notion de perfidité qu'il y a maintenant, et c'est quelque chose qui a été décuplé, peut-être pour donner un peu plus de profondeur. Là vous retrouvez l'illustration du codex avec en plus un petit bonus l'avatar ici. Alors ce qui est assez prédominant dans ce codex, c'est vraiment le côté historique. On a vraiment l'impression de lire un livre d'histoire parce que déjà toute cette première partie là que je vais pas vous résumer parce que ça va être un petit peu long, eh bien elle est orientée sur le panthéon des dieux. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que il y a vraiment une histoire telle que ce qu'on peut imaginer avec la mythologie grecque, comment les Eldar sont nés, leurs dieux, mais en fait on sait que dans l'historique, a priori, les anciens ont créé la race des Eldar. Donc c'est ça qui est assez ambivalent, c'est qu'à la fois ils ont un panthéon qui peut exister, parce que les dieux existent dans l'univers de Warhammer 40 000, vous le savez avec les dieux du chaos, on le sait aussi avec l'avatar, on le sait avec Inid qui a été créé, enfin qui revient récemment. Donc ce côté, et à la fois ils ont participé en fait à la guerre contre les Nécrons aidés par les anciens, enfin plutôt c'est eux qui aidaient les anciens, et ça bizarrement en fait, ce n'est pas du tout compté en fait dans ce livre. Alors on a quelques passages où on sait que les Eldar luttent contre les Nécrons, mais c'est vraiment pas l'ennemi principal. L'ennemi principal c'est vraiment le chaos. Enfin l'ennemi principal, j'aurais même tendance à dire c'est eux-mêmes, parce que on nous rappelle assez souvent que leur plus grand ennemi ça a été justement leur façon de se comporter tel que leur dieu en fait à l'image de leur panthéon. Donc simplement ce que je peux vous résumer sur ce passage en fait sur leur dieu, c'est que à l'image de tout ce qui est immortel, ils finissaient en fait par s'ennuyer. Donc
les intrigues et les tourments, traîtrise, dérision, pour eux, l'ennui était le fléau de l'immortalité, voilà. Et c'est bien ça. Donc là, on est vraiment typiquement dans amour, gloire et beauté, hein, c'est-à-dire trahison, je t'aime, moi non plus, mais en fait, je préfère ton frère, tu aimes mon frère, tu m'as trahi, je t'enlève à tes enfants, etc. Enfin, toutes ces imageries, on va le retrouver, voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez difficile, justement, de se placer, de se dire, est-ce que c'est réel, en fait? Est-ce que vraiment il y avait tout ce panthéon-là? Ou est-ce que, au final, c'est juste un peu une sorte d'imagerie et des contes, un petit peu ce qu'on peut imaginer maintenant? C'est vrai que c'est assez difficile, parce que étant donné que Ken existe vraiment, pourquoi les autres dieux n'auraient pas vraiment existé? Quelle est la place en fait des anciens là-dedans? Est-ce que les anciens sont les anciens dieux justement des Eldar? Voilà, c'est une question qui reste assez ouverte. Donc si vous avez justement envie d'en débattre, eh ben, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est justement fait pour ça. Et c'est vrai qu'on l'a vu hein, dans ces vidéos-là, c'est vraiment très riche tout ce qu'on peut faire comme échange. Donc vraiment merci à vous pour ces échanges. Alors pour parler un petit peu des Eldar en eux-mêmes, donc ce sont typiquement, on va partir dans le gros cliché, mais si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, vous voyez les elfes, hein, les Legolas, c'est un petit peu cette idée-là, on est complètement dedans. Leur cœur bat 2 fois plus vite, leurs pensées, même les pensées du plus simple d'esprit sont supérieures aux plus grands des génies humains, nul ne peut ressentir tel qu'eux, ils ont une meilleure vue, une meilleure ouïe, meilleur goût, etc. Donc c'est vraiment le summum en fait. Mais de telles facultés ont un prix, et si l'exaltation du combat, la stimulation intellectuelle, de l'étude et le défoulement physique inspire un bonheur transcendant aux Eldari, l'échec les emplit d'un chagrin, d'un doute et d'un désespoir qui briserait l'esprit d'un humain. Et en fait, c'est encore une fois là, l'idée c'est que un grand pouvoir amène de grandes responsabilités, et puis les Eldar par contre on sait qu'ils n'ont pas réussi à gérer en fait cet aspect des choses, enfin la majeure partie du peuple Eldar. La technologie des vaisseaux mondes, alors ça c'est intéressant parce que contrairement à d'autres factions, les Eldar en fait utilisent la moelle spectrale pour construire que ce soit leur vaisseau monde, leur maison forcément, leurs outils. Donc c'est une matière en fait organique et qui réagit aussi au psychisme. Donc il y a des sculpteurs de moelle spectrale qui vont être les artisans en fait tout simplement de la société Eldar, et tout ce qui va être construit va être plus ou moins vivant. Voilà, ça c'est vraiment leur particularité. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que de fait, on a l'impression que ils ont atteint un sommet en fait, et c'est vraiment ça, et qu'ils ne vont pas plus loin en fait, contrairement encore une fois aux Tau, qui sont basés sur une technologie qui va évoluer et où on a vraiment l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, qui vont toujours découvrir de nouvelles technologies. Là, cette technologie en fait de la moelle spectrale, on a l'impression que ça leur permet déjà de faire tout ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes. C'est presque un parallèle qui est assez intéressant avec l'Adeptus Mechanicus, hein. Vous le savez, l'Adeptus Mechanicus, eux l'idée c'est de rechercher les technologies du passé parce qu'on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas de notion de progrès et de recherche technologique. Le passé voilà, a donné ce qu'il pouvait y avoir de mieux, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc il faut essayer de retrouver et surtout absolument pas changer ce qu'on connaît. Les Eldar, c'est un peu la même chose. Ils sont arrivés à un point, alors eux, ils n'ont pas perdu leur technologie, mais du coup, voilà, il n'y a pas cette notion de développement. Donc on revient bien sûr sur la chute des Eldari, qui est traitée quand même en détail. Donc on vous dit qu'à l'origine, lorsqu'un Eldari mourait au terme d'une vie longue de plusieurs millénaires, son esprit se dissolvait paisiblement dans l'éther avant d'être ressuscité par l'un des dieux. À cette époque, le Warp n'était pas avide de leur âme comme il l'est aujourd'hui, évidemment. Donc c'était une époque où, ils étaient, ça renforçait en fait leur envie d'explorer des choses parce qu'ils savaient que quoi qu'il arrive, même s'ils mouraient, ce qui était quand même la sentence ultime pour d'autres races, et bien eux en fait seraient ressuscités. Donc au final, c'était même pas extrêmement important, et ça les a conduits à être les plus présomptueux possibles, et cette fierté du coup va se ressentir comme ça au fur et à mesure. Donc les Eldari cherchaient sans cesse de nouveaux moyens d'explorer le spectre de leurs émotions et de leurs sensations. Donc c'est là où au fur et à mesure, forcément il en faut de plus en plus. Une fois qu'on a goûté à une sensation, ça devient la norme, et il faut toujours plus, hein. Même nous on est tous comme ça. Donc les Eldar, étant donné qu'ils allaient de plus en plus loin, il a commencé à avoir des scissions en fait au sein de la race, et c'est les exodites. Donc les exodites reprirent les modes de vie plus puritains pour enrayer le déclin spirituel que le reste de leur race subissait. C'est vrai que il y a toujours des gens pour prendre conscience des choses, et les exodites en fait ont quitté la civilisation des Eldar pour repartir en mode à l'ancienne. C'est ce qu'on peut, c'est ce que nous-mêmes aussi on éprouve en tant qu'humains maintenant, avec des gens qui retournent à la nature. Les exodites, c'est exactement
exactement ça, retour à la nature. Donc une fois que les exodites étaient partis sur d'autres planètes, voilà, loin de dépravation, eh bien évidemment les Eldar, eux, ont continué sur cette route-là. Donc il y avait meurtre, sadisme, torture, plaisir sexuel sans nom. Toutes ces choses-là, en fait, eh bien, se répandaient sur l'ensemble de la civilisation. Et puis, on le sait, le chaos, il y a toute une résonance sur tout ce qui peut être assez intense. Donc, dans l'immatérium, les pensées et les émotions s'agglomèrent, en effet, jusqu'à former des entités conscientes d'une puissance plus ou moins grande en fonction de l'intensité des sentiments qu'ils ont créés. Et comme avec les Eldar, on était sur ce qui y avait de plus intense possible biologiquement à cette époque ou quelle que soit l'époque dans la galaxie, eh bien forcément ça a créé Slaanesh. Donc quand Slaanesh s'éveilla dans un hurlement de puissance et de rage, tous les Eldari sentirent ses griffes lacérer leur âme. La naissance du dieu provoqua une implosion psychique qui déchira la trame de l'univers. Donc c'est entre guillemets ce qui a mis fin aussi aux tempêtes warp qu'il pouvait y avoir et qui contraignait en fait l'humanité à rester en fait dans une zone, je ne sais pas exactement, mais on va dire dans le système solaire, un peu plus loin je pense, mais pas beaucoup plus loin, étant donné qu'ils ne pouvaient pas voyager dans le warp à cause de ces tempêtes-là. Et quand Slaanesh est arrivé, pouf, il a créé, bon déjà d'une part l'œil de la terreur, qui est un endroit où en fait on a à la fois l'immatérium et puis la galaxie qui s'entremêlent. Là on ne parle pas encore de la cicatrice malédictum qui est apparue après, mais il a aussi détruit en fait l'ensemble de la civilisation, on va dire 99% de la civilisation Eldar. Toutes ces planètes ont été aspirées dans le warp, toutes ces âmes ont été dévorées par l'assoiffé, et voilà, on vous dit, hein, l'œil de la terreur, c'était justement le siège en fait de la civilisation Eldar. Donc dès lors, les rares survivants Eldari surent qu'ils étaient condamnés à se scinder dans de nombreuses factions gouvernées par la méfiance. Leur seul objectif était de survivre dans une galaxie où il était devenu une proie de choix pour les horreurs cruelles ou les obstacles pour les autres races qui s'étaient imposés en profitant du vide qu'ils avaient laissé. On parle bien sûr de l'humanité. L'univers grouille désormais d'autres espèces, tandis que les légions des dieux sombres déferlent de la grande faille. Et malgré tous ces dangers, les Eldari sont déterminés à ne jamais se laisser intimider. Vous voyez, parce qu'ils restent malgré tout aussi fiers, parce que forcément, ils savent qu'ils ont été enfin, pas les dieux, mais les grands seigneurs, les dirigeants de cette galaxie. Cette place leur a été ravie par eux-mêmes en plus, hein. C'est ça qui est assez dramatique avec l'histoire des Eldari, mais c'est ça aussi la beauté et la puissance de ce côté narratif, c'est que c'est eux-mêmes qui sont leurs plus grands ennemis et qui ont créé leur némésis, à savoir Slaanesh. Donc forcément, ils se disent que les autres races ne peuvent pas lutter et ne sont que des petits cafards qui viennent grappiller tout leur empire. Donc voilà, c'est pour ça que les Eldar vont pas forcément très enclins à la diplomatie. Alors un petit passage justement sur la toile. Donc la toile, c'est une dimension qui se situe entre l'immatérium, entre le warp et entre l'espace réel, et qui permet aux Eldar, et bien comme ça, de voyager sur des distances colossales pour être partout présents dans la galaxie sans passer par le warp, parce qu'eux ne peuvent pas aller directement dans le warp, ils ne peuvent pas se protéger et leur âme serait directement dévorée par Slaanesh, hein, forcément. Les canaux fragmentés de la toile abritent de nombreux chemins de traverse, d'impasses et de dédales où l'imprudent risque de se perdre. Les cités portuaires dépravées des Drukhari et des nids de Psychonein, créatures semblables à des guêpes, infestent ces confins, tandis que des tunnels débouchent sur des secteurs abandonnés ou détruits. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne me rappelais pas avoir déjà entendu parler des Psychneux, les guêpes à l'époque pour moi, et vous me direz si je me trompe, mais c'était les araignées spectrales en fait qui étaient les gardiennes, on va dire le système de défense dans la toile. Alors que là, en fait, les araignées spectrales, maintenant, c'est une défense de la moelle spectrale qu'on va trouver dans les vaisseaux mondes. Donc du coup, je ne sais pas, est-ce que ça a changé? Est-ce que j'ai rien capté jusqu'ici présent? C'est possible aussi, mais en tout cas, je n'avais jamais entendu parler de ces guêpes. Donc si vous avez d'autres informations dessus, étant donné qu'on ne va pas les retrouver autre part dans le codex, eh bien, je suis preneur. Merci à vous. Alors cette image, je la trouve vraiment superbe. En fait, on a un vaisseau monde. C'est une nouvelle illustration. On n'avait pas eu le droit à cette illustration avant ce codex-là, donc je la trouve vraiment très jolie. Donc ça explique un petit peu ce que sont maintenant les factions Eldar. Donc à la chute, eh bien certains sentaient le vent tourner, et puis il y avait comme ça des caravanes qui sont partis, qui ont aggloméré en fait leurs vaisseaux et qui ont créé justement ces vaisseaux mondes pour quitter en fait ces mondes. Donc la plupart des vaisseaux mondes ont été détruits lors de la chute parce qu'ils étaient trop près en fait de l'épicentre, mais certains ont survécu, et c'est ce qui constitue maintenant eh bien la très grande majorité des Eldari. Donc c'est-à-dire que eux c'est les Azuriani. Voilà. Dès que c'est un Eldar Craftworn, on va appeler ça un Azuriani, plus mystérieuse de toutes les structures d'un vaisseau monde et son circuit d'infinité. Alors le circuit d'infinité, tout simplement, ce qui se passe, c'est que
on le savait, avant, les âmes éternelles des Eldar étaient ressuscitées quand elles étaient dans le néant, dans les terres, par un des dieux. Maintenant que les dieux ont disparu, eh bien, leurs âmes en fait sont directement aspirées par l'assoiffé et ils ne peuvent pas se réincarner. Donc la solution qu'ils ont trouvée pour ne pas souffrir de 1000 morts, 1000 remords, 1000 tortures et une affinité de tourment tout simplement, ce qui est vrai que ça n'a pas l'air très engageant, eh bien ils portent tous en fait des pierres esprits, ça qui permet en fait de capturer l'âme de l'Eldar quand il décède. Donc quand il décède, au lieu que son âme parte, elle est prise dans la pierre esprit, les autres survivants récupèrent la pierre esprit. D'ailleurs c'est souvent une des causes en fait d'envoyer en fait justement comme ça des mercenaires corsaires ou ce genre de choses, récupérer les pierres esprits pour les intégrer en fait à la matrice comment elle s'appelle, je crois que c'est la matrice cristalline qui est au cœur en fait de chaque vaisseau monde et qui permet de récupérer comme ça l'ensemble des âmes des défunts et puis de quand même continuer à avoir une interaction avec eux. On va le voir avec les constructs, c'est-à-dire tout ce qui est le garde fantôme, seigneur fantôme, chevalier fantôme, qui sont justement les âmes des défunts qui sont réutilisés et réamenés un petit peu à la vie. Donc voilà, le vaisseau monde, c'est à la fois leur foyer et à la fois leur tombeau qui leur permet de se prémunir de Slaanesh. Alors bien sûr, on est dans Warhammer 40 000, donc ça veut dire qu'on va passer la majeure partie du temps à parler de la façon dont les Eldari font la guerre. Typiquement, la structure de commandement, c'est soit des autarques, soit des grands prophètes. Les deux sont complémentaires. Donc on peut dire que les autarques manient leur os de guerre comme une lame. Les grands prophètes sont les esprits qui guident leurs mains. Voilà, on va refaire le détail un peu plus loin, donc je m'y attarde pas plus. Ils tiennent avant tout à préserver leur effectif, car par rapport à leurs innombrables ennemis, ils sont très peu nombreux. Les générations se renouvellent lentement, ils peuvent donc se permettre de gâcher des vies inutilement. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que par rapport à l'humanité, où une de ses plus grandes ressources, c'est justement son peuple, donc les milliers de gardes impériaux qu'on peut sacrifier, là, les Eldari, c'est tout le contraire, ils doivent absolument préserver chacune de leurs vies, d'autant que j'ai pas de notion de combien de temps on met pour pour enfanter en fait un Eldar. Est-ce que c'est facile pour eux ou pas? Est-ce que ça prend plusieurs années? On peut l'imaginer. On peut imaginer donc que c'est très difficile, comme ça, peut-être qu'il n'y a qu'un seul enfant. Bon, il y a des frères et sœurs, on le sait, donc il peut y avoir peut-être des jumeaux qui naissent ensemble, mais on peut imaginer que c'est vraiment très difficile. Et puis aussi que forcément, il faut pouvoir élever aussi ses enfants. Donc je ne sais pas à partir de quel âge on est considéré comme étant adulte chez les Eldari, mais si c'est une centaine d'années et qu'il y a des Tanguy qui restent 100 ans avec leur papa et leur maman, forcément, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Alors, ensuite, les os de gardien. Donc ça, c'est la force militarisée la plus commune. Eh bien, forcément, comme tout le monde doit se battre pour la survie, les citoyens classiques d'un vaisseau monde doivent faire une sorte de service militaire qui est un petit peu continu. Et quand le vaisseau monde part en guerre, eh bien, le tailleur de pierre, l'agriculteur, le scientifique deviennent des gardiens défenseurs ou gardiens de choc, suivant leur affinité, qui vont être là pour défendre le vaisseau monde. Alors, c'est pas une armée de métier, mais c'est vraiment un entraînement complet de toute la population. On va retrouver aussi bien les hommes que les femmes. Il n'y a aucune distinction évidemment là-dessus. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les Eldar qui vivent maintenant, eh bien ils sont soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes désirs que leurs ancêtres qui ont créé Slaanesh. Donc ils ont choisi pour ceux des vaisseaux monde le système de voie. C'est-à-dire que vous allez consacrer 100% de votre vie, de votre attention, de votre énergie dans l'exploration en fait d'une voie. Donc ça peut être la voie du guerrier, ça peut être la voie des sciences, de l'artisanat, de l'art, de la danse, de la culture. Donc c'est ce qui permet comme ça de canaliser en fait leur esprit et de ne pas succomber à la dépravation. Alors je remets quand même une petite couche là-dessus parce que en fait c'est pour ça que je l'ai souligné, le côté science. Honnêtement je suis un petit peu étonné parce que comme je vous l'ai dit, on a vraiment ce côté, il n'y a pas de nouvelles découvertes qui sont faites. Donc je me demande comment un être qui va vivre des milliers d'années en fait va pouvoir exercer une recherche scientifique sans découvrir quelque chose en fait. Est-ce qu'il y a un moment donné, il ne va pas forcément se rendre compte que il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait espérer en termes de technologie avec la moelle spectrale, de ce que permet en fait la recherche scientifique Eldar, ou est-ce qu'au contraire il y a des possibilités, mais dans ce cas-là ils sont quand même pas très forts, mais c'est assez étonnant parce que vous voyez, si vraiment ils ont cette capacité à aller au bout des choses dans la science et qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui ressortent, et là vraiment le côté
codex, on est vraiment sur une vision passiste, il n'y a pas de nouvelles choses qui se développent. Je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas peut-être explorer un petit peu cette voie-là. Alors je vous parlais des exarques. Les exarques, c'est ceux qui se perdent en fait sur une voie. Donc il y a différentes voies. On peut, par exemple, vous voyez ici la voie du guerrier, là on trouve une Banshee. Donc c'est à un moment donné de sa vie, un Eldar va se dire je vais me consacrer à la guerre, je prends la voie du guerrier, je choisis un des différents temples aspects. Donc on peut avoir les Banshees, les faucheurs noirs, les aigles chasseurs ou les éperviers voltigeurs. Et puis les exarques en fait sont ceux qui se perdent sur cette voie-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à dissocier ce qu'ils sont de ce qu'ils veulent être à travers la perfection qu'ils cherchent à obtenir et ils ne reviennent jamais en arrière. C'est un processus irréversible et tous ceux qui s'y soumettent sont à la fois craints et respectés par leurs semblables. Respectés parce qu'ils sont arrivés à un niveau de maîtrise inimaginable, mais à la fois ils sont craints parce qu'ils sont piégés et en fait ils ne peuvent plus sortir de cet aspect-là. Et alors si on va encore plus loin, il y a les seigneurs phénix. Donc les seigneurs phénix sont les plus anciens exarques. Chacun a fondé l'un des temples guerriers Azuriani et est l'incarnation d'un aspect de Khaine. Donc c'est-à-dire que eh bien, c'est le personnage qui a vraiment créé une façon de combattre et les temples. Donc c'est-à-dire que c'est celui qui s'est dit tiens je vais trouver la mort de loin, Mogunra, voilà, et je vais créer le temple des faucheurs noirs. De certaine manière, ils sont immortels car lorsqu'un seigneur phénix est vaincu, un autre hérite de son équipement rituel et adopte entièrement son identité. Et en fait, son âme eh bien, se transforme en celle du seigneur phénix et malgré tout, elle reste dominante. Donc, à travers un nouveau corps, en fait, eh bien, le seigneur phénix originel va pouvoir comme ça continuer à survivre. Donc, les différentes voies qu'on peut avoir hein, dans la voie du guerrier. Donc, on a la voie de l'errant, c'est tout simplement ceux qui quittent en fait les vaisseaux mondes. En fait, ils trouvent que justement, c'est une existence qui est un petit peu trop bornée, en fait, trop régulière, trop carrée. Donc, eux, ils ont envie de voir un petit peu le monde, sans aller pour autant aussi loin que ce que peuvent faire les corsaires ou bien sûr les Drukhari. Donc la voie de l'errant, voilà, ça va être un peu typiquement en fait, là je reprends le parallèle, mais c'est parce que tout ça vient de là. Dans le Seigneur des Anneaux, vous avez le voyageur comme ça, Legolas, hein, quand il rencontre aussi Aragorn, qui s'appelle Grandpa à l'époque. On est dans ce type de personnage-là, c'est-à-dire des personnages très puissants avec beaucoup de capacités, mais qui voyagent à travers le monde eh bien, pour vivre différentes expériences. Ensuite, sur la voie du prophète, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que eux sont tellement obsédés en fait par les côtés métaphysiques, leur obsession métaphysique a pour effet secondaire de transformer leur enveloppe charnelle en psychocristal. Et ce que la métamorphose arrive à son terme, le grand prophète Sénès se rend dans le dôme des prophètes de cristal et devient comme ses prédécesseurs une statue de cristal reliée au circuit d'infinité. Voilà, ça c'est une petite particularité qui est assez forte dans la voie des grands prophètes forcément. Alors avant de voir tous les différents guerriers aspects, on va voir un petit peu les différents vaisseaux mondes, donc c'est les familles hein, d'Eldar. Bien sûr, chacun va avoir son petit côté un petit peu caricaturé, forcément, tels que les chapitres Space Marine, hein, ni plus ni moins, tels que les mondes du Mechanicus, tels que les flottes tyrannides, voilà, à chaque fois on a des choses un peu cataloguées comme ça. Donc Ulthué le maudit, pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus proche encore de l'œil de la terreur, et c'est celui qui, de par sa proximité avec eh bien l'œil de la terreur, qui est une ouverture warp directement dans le monde réel, a le plus de grands prophètes et a aussi les plus grandes capacités psychiques. Donc c'est une malédiction, parce que forcément, c'est ceux qui sont aussi le plus soumis à se rapprocher en fait des dieux du chaos et puis à attirer l'attention de Slaanesh forcément. Donc Ulthué, on a l'habitude, ils sont guidés par les grands prophètes comme dans tous les vaisseaux mondes. Ils ont en plus le conseil des Prescients. Donc le conseil des Prescients, c'est un conclave de grands prophètes qui va guider à la destinée d'un vaisseau monde. Mais ça, on va le retrouver, alors pas quoique maintenant on peut le dire aussi, mais tout ce qui est conseil en fait de grands prophètes, chaque vaisseau monde a son conseil de grands prophètes, sauf Seman, on va y revenir, et quoique. Mais c'est eux qui vont vraiment dicter la politique du vaisseau monde, dans quelle guerre on doit s'engager ou pas. Là avec Ulthué, c'est encore plus marqué et on a vraiment cette image de les chevaux du destin, donc c'est-à-dire on va tisser en fait les probabilités, les fils du destin et choisir ce qui va être le plus profitable à la race des Eldar, au vaisseau monde et rarement, et même jamais aux autres factions. Et si jamais un jour, eh bien, les Eldar vont aider en fait une autre faction, hein, typiquement on l'a vu avec Yvraine qui a ressuscité Robout Guilliman, hein, rien que ça, donc là on peut se dire ouais ils sont bien gentils hein, les Eldar. Eh bien c'est parce que leur but est caché, donc ça va servir les desseins et puis les aspirations du vaisseau monde, tout simplement.
Alors une des particularités et une des nouveautés au sein d'Ultwé par rapport à si vous aviez joué, si vous aviez lu le codex il y a plusieurs années, c'est que maintenant depuis la cicatrice Maledictum, il y a 3 factions qui sont pas toujours en accord. Donc la première, la plus traditionnelle, c'est celle qui suit encore le conseil des Prescients et déploie désormais les forces de frappe tout le long de la grande faille pour faire échec aux forces du chaos. Voilà, ça c'est le plus traditionnel. Ensuite, il y a les exilés qui suivent Eldrad Ultran. Eldrad Ultran qui est le plus grand prophète d'Ultwé et même le plus grand prophète de toute l'histoire en fait des Eldar. C'est celui qui voit le plus loin, qui a le plus recherché les fils du destin, savoir quelle était la bonne chose à faire pour sa faction, et il a décidé de ranimer Inid qui est le dieu de la mort des Eldar, parce qu'il offre en fait une autre porte de sortie à l'âme des Eldar, c'est-à-dire au lieu de rejoindre le circuit d'infinité, eh bien elle est aspirée par Inid, elle rejoint Inid, elle le renforce et elle continue à vivre à travers lui. Donc voilà, c'est cette voie-là qu'il a essayé de créer, et il a créé aussi justement. C'est assez étonnant qu'il y ait quand même une distinction entre ceux qui suivent le grand prophète Ultran et ceux qui suivent Ivren, et donc les Inari qui ne sont pas toujours en accord en fait. Donc c'est-à-dire que même au sein des partisans d'Inid, eh bien on a quand même plusieurs courants de pensée. Voilà, ça on va le revoir un peu plus tard avec les Inari. Alors petite parenthèse sur Eldrad Ultran, moi c'est un de mes personnages préférés. Son historique a pas mal évolué parce que à un moment donné il s'était sacrifié en fait pour faire sauter une forteresse noire. Là il est revenu, il n'y a jamais eu vraiment d'explication, ou alors je l'ai loupé dans un bouquin de la Black Library, mais si vous avez l'explication, s'il y a une raison, parce qu'en fait simplement il s'était sacrifié, donc il était mort, là il est revenu, il est réapparu, est-ce que pirouette, Fluffy, qu'on n'en parle plus et puis c'est revenu, ou est-ce qu'il y avait vraiment une explication à la renaissance d'Eldrad Ultran, peut-être quelque chose qui le ferait justement découvrir Inid. J'ai pas cette information, mais si vous l'avez, encore une fois, je suis vraiment preneur, merci. Alors à l'époque, les nomades stellaires, les habitants d'Aletok adhèrent de façon très puritaine à la voix des Eldari, au point que les autres Azuriani les considèrent comme des extrémistes. Voilà. Donc malgré tout, c'est eux qui vont avoir le plus de rangers, c'est-à-dire, eh bien, de fait, étant donné que leur société est encore plus oppressive, eh bien ça va créer forcément un mouvement contraire avec plus d'Eldar qui vont se décider à partir et de suivre la voie de l'errance. Mais c'est quand même un avantage parce que ils ont comme ça beaucoup d'agents qui sont disséminés à travers la galaxie, et c'est assez intéressant. Donc partout où ils vont, ils sont prêts à entreprendre de dangereuses missions pour leur vaisseau monde, de sorte qu'Aletok dispose d'agents au sein de Komorrag, donc c'est-à-dire sur la cité des Eldar Noirs, la cité crépusculaire des Drukhari, à bord d'autres vaisseaux mondes, sur des mondes capitaux humains, dans les flottes de libres marchands et parmi les bandes de corsaires sillonnant la galaxie. Donc c'est-à-dire comme ça, ils ont vraiment beaucoup d'informations, et on va dire que ce sont ceux qui sont le mieux informés sur la réalité des choses, hein, parce que sinon on peut dire que ce serait Ultwé qui serait les mieux informés sur le destin des choses. Après là, on refait quand même un point sur les Nécrons, et j'avoue que je suis quand même surpris. Je pense que ça devrait être quand même un peu plus présent, surtout entre le passif, les Eldar et les Nécrons. Là, on a juste ce petit passage-là où le peuple Aletok redoute grandement la menace posée par le Nexus Paria, une gigantesque structure de sombre roche conçue par les Nécrons qui étouffe le warp au point que ceux piégés à l'intérieur sont réduits à des coquilles sans âme. Voilà, parce que eh bien, le Nexus Paria, ceux qui n'ont pas suivi, c'est une zone où eh bien l'âme en fait est aspirée, tout ce qui est justement à l'essence en fait de la création du chaos, ce sont les émotions. Eh bien, les Nécrons luttent contre ça, ce n'est qu'eux n'ont pas de résonance dans le warp, ne créent pas d'émotions. Eh bien, sur les espèces biologiques, en fait, ils vont comme ça les museler leur âme, et ce qui fait que, eh bien, toutes les personnes qui vont rentrer dedans vont sentir toutes leurs émotions diminuer au point d'être simplement en fait des sortes d'automates. Voilà. Et forcément, pour un Eldar avec une grande capacité psychique, c'est ce genre de choses qui n'est pas souhaitable, même si au final, ça lutte forcément aussi contre le chaos. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette richesse de pouvoir se dire qu'il y a plusieurs voies qui peuvent être suivies, mais certaines ne sont pas souhaitables parce que forcément ça sacrifierait aussi ce qu'ils sont et ce qu'ils ont toujours été. Alors Biel-Tan, ça va être le vaisseau monde le plus vindicatif, hein. Forcément c'est celui où il y a le plus de guerriers aspects, où chaque membre de chaque Azuriani a envie de se spécialiser dans un aspect pour faire la guerre, parce qu'ils veulent retrouver leur gloire d'antan. C'est aussi ceux qui protègent le plus forcément les exodites, parce qu'ils considèrent que toutes les planètes des exodites seront, eh bien, le point de départ pour la renaissance de l'Empire Eldar. On va voir
aussi que ce côté renaissance, là on va y revenir, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant et c'est un des aspects, enfin je pense que dans toutes les factions, hormis encore une fois les corsaires, parce qu'on n'en a jamais entendu parler, hormis Inid, parce que c'est très récent, mais au même niveau que les Inari, eh bien Biel-Tan c'est un vaisseau monde qui a beaucoup évolué avec Gathering Storm, donc on était passé de un des plus puissants vaisseaux monde, si c'était même le plus puissant vaisseau monde en termes de force guerrière, à un vaisseau monde qui a été fracturé parce que les envahisseurs ne furent détruits que grâce à l'intervention in extremis d'Ivren et des Inari qui utilisèrent la mort du circuit d'infinité pour créer l'Incarne, l'avatar d'Inid. C'est-à-dire que le vaisseau monde a perdu son circuit d'infinité, il est en train de se désagréger au fur et à mesure, les vaisseaux qui constituent le vaisseau monde, parce que c'est un amalgame de plein de vaisseaux, sont en train de se dissoudre plus ou moins, on peut l'imaginer, et alors que le vaisseau monde est en train de mourir, tout simplement, parce qu'il n'y a plus ce circuit d'infinité pour récupérer les âmes des Eldar et puis pour centraliser les choses, et bien de ce circuit d'infinité est né Inid, enfin l'avatar d'Inid plutôt, l'Incarne, et a aspiré toute une partie en fait des âmes des Eldar qui étaient à l'intérieur. Donc forcément, ils sont très rattachés aux Inari, mais malgré tout, il y a quand même une scission au sein de ce vaisseau monde entre ceux qui pensent que la renaissance de Biel-Tan viendra justement par ce biais-là, et ceux qui pensent au contraire que les Inari ont détruit le vaisseau monde et sont les responsables plus ou moins de leur déchéance. Donc je vais relire ce passage. Si pour Biel-Tan l'hiver est tombé, ses habitants sont intimement convaincus que le printemps reviendra. La rune du vaisseau monde signifie la réincarnation et peut être traduite par renaissance des jours anciens. L'éclatement de Biel-Tan ayant permis l'essor des Inari, également surnommés les exhumés. Beaucoup se demandent maintenant si le mort du vaisseau monde et l'éveil d'Inid n'était pas la véritable signification de cette rune. Donc voilà, ça c'est assez positif parce qu'on a vraiment voilà, une évolution dans le fluff et vous savez que j'aime ça. Alors le vaisseau monde Yanden, lui, il a un historique qui est établi déjà depuis vraiment beaucoup plus de temps, qui a moins évolué récemment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, c'était un des vaisseaux mondes les plus peuplés et puis il y avait une première incursion tyrannide, ils avaient lutté contre, ils avaient gagné assez facilement et donc du coup ils ont sous-estimé une flotte ruche qui s'approchait, c'était simplement Kraken et là ça a été une toute autre affaire et en fait le vaisseau monde a été attaqué directement, il a failli être détruit, il n'y a que le retour en fait du prince Iriel, donc le prince Iriel c'était un des dirigeants en fait, on l'accusait d'être un petit peu trop farouche, donc du coup il a été mis un petit peu de côté, il s'est transformé en corsaire et en fait il a il est revenu tel le héros moderne au dernier moment pour sauver son vaisseau monde des griffes en fait de Kraken. Malgré tout, la victoire a été très très chère étant donné que la majeure partie des vivants ont été tués. Donc Yanden c'est un vaisseau monde qui compte maintenant beaucoup sur les guerriers fantômes, donc tout ce qui va s'appeler chasse fantôme maintenant. Donc les pertes effroyables obligèrent les Azuriens d'Yanden à fortement dépendre des châssis en moelle spectrale qui forment maintenant la base de leur armée et sont même presque toujours plus nombreux que les guerriers. Et quand les morts sont plus nombreux que les vivants, c'est un petit problème. Bien que ces créations ont une résistance incroyable et manient des armes puissantes, leur déploiement a un coût moral élevé parce que les châssis fantômes sont habités par les âmes des morts d'Yanden. Et en fait, c'est la malédiction, c'est-à-dire que la mort ne met pas fin au devoir, parce que contrairement à l'humanité, où seule la mort met fin au devoir, là, chez les Eldar, eh bien, la mort ne met pas fin au devoir parce que on va continuer de vivre une demi-vie, c'est pas une vie, mais un crépuscule en fait de son âme. On ne va pas se reposer parce qu'on va retourner comme ça au combat. On va toujours nous demander de repartir pour protéger ceux qui restent en fait du vaisseau monde Yanden. Voilà. Alors sur le prince Iriel, il y a un petit passage sympathique, je vous le lis. Alors qu'il abordait le spécial qui menaçait Yanden, Iriel fut tué par un prince démon. Son peuple récupéra sa dépouille et Ivren, qui détient un pouvoir sur la mort et se trouvait sur le vaisseau monde, prit la lance du crépuscule et l'enfonça dans le cœur d'Iriel. Une partie de la force vitale volée lui fut rendue et Iriel se releva pour reprendre la lutte. Donc on a cette notion que la mort ne met pas fin au devoir, mais on peut même ressusciter. Et alors c'est assujetti au fait que Iriel possède la lame de l'aube, qui est une épée, on en reviendra un petit peu après dessus, qui est une épée sacrée en fait du peuple Eldar et qui continuellement en fait est maudite parce qu'elle aspire l'âme de son porteur. Donc Iriel savait que cette épée était maudite et pour sauver son monde, eh bien, il a utilisé cette arme-là. Il sait qu'au fur et à mesure il était condamné, mais ce qu'on ne savait pas, c'était que eh bien, par l'intervention d'Ivren, eh bien, cette réserve en fait d'énergie vitale qui était aspirée, qui du coup provoquait une mort plus rapide, eh bien, pouvait être retournée et une fois la mort arrivée, on pouvait réinjecter en fait cette force vitale. Donc c'était le revers de la médaille plutôt positif.
narratif est assez intéressant parce que Iriel, c'est le seul Eldar, a priori, hormis Ivren, qui du coup est mort mais ressuscité, et pas en tant que moelle spectrale, pas en tant que construct, mais vraiment en tant que lui-même en fait, dans son corps, contrairement aussi au... Parce que cette notion de revenir en fait à la vie, elle est assez présente, on l'a vu tout à l'heure avec les seigneurs phénix qui se réincarnent au sein, ou plutôt où leur âme revient dans le corps d'une autre personne. Là c'est vraiment la personnalité d'Iriel qui est lui-même ressuscité. Donc c'est encore une autre façon de gérer la mort. Alors si toute cette notion de mort, de retour à la vie, etc., cette notion un peu mystique n'est pas pour vous, mais que vous avez quand même envie de jouer les Eldar, eh bien Seman, c'est vraiment le vaisseau monde qu'il faut choisir, parce que Seman, on est sur Lost sauvage. Les motards de Seman sont réputés pour leur goût, de la guerre rapide et mobile, frappant comme des serpents avant de se replier. Hérités d'une fière culture guerrière, ils perpétuent les traditions de leur vaisseau monde. Donc on est sur un vaisseau monde où il n'y a pas de conseils, des pressions ou de grands prophètes qui vont vraiment diriger l'avenir du vaisseau monde, mais plutôt des familles. Et là on a vraiment cette notion de famille au sens premier, c'est-à-dire lignée génétique, où elles vont se retrouver en clans, et ces clans sont absolument libres de faire comme bon leur semble. Après, comme l'honneur est une chose qui est extrêmement importante pour les guerriers de Seman, souvent ce qui se passe, c'est que quand un clan décide de partir en guerre, eh bien, pour ne pas paraître lâche, les autres clans vont forcément le suivre. Voilà. Alors même s'il y a des luttes à travers en fait les envies de chacun des clans, il reste malgré tout soudé pour défendre eh bien, chaque vie Eldar. Donc il n'y a pas vraiment de lutte, c'est plutôt vraiment une sorte de franche camaraderie, si on pourrait dire, même si j'étais en dessous de la vérité au sein des différentes os de guerre de Seman. Donc au final, c'est assez salvateur parce que on est sur quelque chose d'un peu plus, alors j'allais dire dépravé, c'est pas le mot parce que là on parlera des Drukhari, mais sur quelque chose d'un petit peu plus libre, d'un peu plus moins axé sur la réflexion. C'est pour ça qu'on les voit lutter justement contre les orques, pour qu'il y ait ce parallèle, ce contraste, et on dise ce sont le même type de... C'est comme si on était sur la même façon de combattre, mais à deux spectres l'un d'autre. On est sur de la sauvagerie sans réfléchir, se battre pour se battre, et on a le côté on va se battre quoi qu'il arrive, mais c'est réfléchi et c'est l'honneur qui nous guide nos actions. Donc voilà, honnêtement je trouve que c'est vraiment rafraîchissant d'avoir un petit peu Seman pour changer de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans le codex. Alors dans les vaisseaux mondes qu'on va dire mineurs, avec un historique un petit peu moins développé, un petit focus sur Altonzar qui est un vaisseau monde qui avait été aspiré par l'œil de la terreur, donc qui était dans le warp. Donc a priori tous ses habitants ont été eh bien dévorés, sauf Mogunra, le seigneur phénix, originaire justement d'Altonzar. Et en fait sa quête pendant 10 000 ans, ça a été de retrouver eh bien son vaisseau monde, de le faire renaître. Donc il a réussi, malgré tout, il a réussi à le refaire sortir de l'œil de la terreur, mais par contre tous ses habitants sont depuis assez changés. Donc certains prétendent que cette épreuve les a irrémédiablement souillés, et d'autres affirment qu'ils ont signé un pacte avec Enid. Ces rumeurs sont peut-être vraies, car les habitants d'Altonzar ne parlent que par murmure, et leurs traits blafards leur donnent l'air de sinistres revenants. La rune du monde d'Altonzar est la chaîne brisée, autrefois référence à l'évasion de Kurnus et Isha. Elle symbolise également la fuite d'Altonzar de l'œil de la terreur. Donc on a cette notion que peut-être ce sont en fait des Eldar morts-vivants, plus ou moins. Donc c'est voilà, c'est à la différence d'Iriel, c'est encore autre chose. Vous voyez qu'encore une fois, on a une autre voix, pour faire le parallèle peut-être avec la voix des différents Eldar, on a une autre voix sur comment survivre à l'assoiffé, comment revenir et revenir en fait à une... alors, pas à la grandeur d'antan, parce que là du coup on sent bien qu'on n'est pas dans cette notion-là, mais sur une autre façon eh bien, de supplanter le destin funeste en fait de la race des Eldar. Alors pour les autres, étant donné que eh bien, l'essentiel de ce qu'on sait sur eux est résumé ici, eh bien, je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous le voulez, et puis regardez directement, lire par vous-même. Alors c'est le moment de faire une petite pause pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire, moi ça me soutient, ça m'aide, et puis j'adore voir ce chiffre gonflé à objectif, 20 000 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si vous êtes déjà abonné, eh bien il y a aussi la possibilité de liker, de mettre un commentaire, parce que les commentaires, surtout dans les vidéos fluff, c'est celles où on peut justement avoir le plus d'échanges comme ça, et puis avoir des informations qu'on n'a pas forcément, des théories aussi, moi j'aime bien les nouvelles théories, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bien évidemment, la chaîne n'existerait pas, et surtout maintenant sans Tipeee qui est le moteur fondamental de la chaîne. Donc si vous avez envie de soutenir mon travail, eh bien vous savez quoi faire, vous cliquez sur le lien Tipeee. Voilà, merci à tous ceux qui le font déjà en tout cas, et on est reparti.
Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les différents types d'unités. Donc l'avatar de Ken, qui est assez emblématique, évidemment, parce que c'est alors un avatar, c'est-à-dire c'était pas un dieu, c'est une incarnation de la volonté d'un dieu dans une entité. Alors on a quelque chose qui se rapproche assez de Khorne, forcément, dans l'aspect vraiment guerrier, dieu de la guerre, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On verra quand on parlera aussi de l'incarne. En fait, chaque facette des dieux Eldar peut se retrouver aussi un petit peu dans les dieux du chaos, et c'est quelque chose qui peut donner une clé de compréhension sur un élément que je vous dirai vraiment un petit peu plus loin. Donc, alors que l'avatar sent croître l'agressivité des Eldari, les Asuryani perçoivent à leur tour les signes de son éveil se répercuter dans le noyau de leur vaisseau monde, et ainsi la soif de violence des Asuryani atteint un paroxysme pour constituer une boucle qui se transforme rapidement en rage collective. Et c'est vraiment cette rage qui est à l'origine de la naissance comme ça, de la réincarnation de l'avatar. Donc l'avatar de Ken, en fait, il y en a plusieurs. Au sein de chaque vaisseau monde, on a une statue qui représente l'avatar, qui n'est pas animée tant qu'on ne l'active pas. On va voir comment on l'active, contrairement à l'incarne qui lui vraiment est une entité unique, qui est seule. Alors, si les exarques choisissent d'accomplir leur rituel de l'éveil, les portes de bronze du sanctuaire de l'avatar s'ouvrent pour accueillir le jeune roi. Donc le jeune roi, c'est parmi en fait les exarques, quelqu'un qui se sent, alors je ne sais pas exactement comment il est choisi, est-ce que c'est une décision collective ou alors un peu comme le champion de l'empereur, quelqu'un qui tout d'un coup sait que c'est sa destinée. Je le pense plutôt dans cette faction, dans ce sens-là. Donc il va rentrer nu, à l'exception d'une couronne d'épines en moelle spectrale. Il y a de l'agitation, de la violence, des cris, et au bout d'un moment, eh bien, on ne sait pas ce qu'est devenu l'exarque, mais l'avatar est éveillé et ressort en fait pour marcher à la guerre. Donc on pense vraiment qu'il y a ce sacrifice, il faut ce sacrifice d'une âme Eldar. Est-ce que cette âme est intégrée? Quel est son devenir? Ça par contre on ne le sait pas. Je pense qu'elle est intégrée à l'avatar, ou en tout cas qu'elle est peut-être donnée à Ken. Je ne sais pas si on a cette notion-là. Personne ne parle du sort du jeune roi, pas même le grand prophète. Un autre sera nommé à sa place par la suite. Alors quand on parle des dieux et donc de Ken, il y a un autre dieu justement qui a survécu à la chute. Donc l'autre dieu qui a survécu fut Segorak. Pendant que Slaanesh combattait Ken, le dieu moqueur s'échappa dans la toile et se cacha dans ses innombrables tunnels. Les mythes suggèrent qu'il y est toujours, se moquant des dieux du chaos, tout en préparant sa vengeance. Certains affirment que Segorak se mêle parfois aux mortels sous les traits d'un arlequin anonyme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vrai, hein, plus ou moins, on va le voir. Donc tout cet aspect dualité, en fait, elle va être entretenue avec les arlequins. Alors la suite du codex, elle va se porter sur les différents temples des guerriers aspects. Donc si vous connaissez déjà, il n'y a pas grand chose de plus, on y apprend à peu près rien, parce qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais je vais vous le présenter très rapidement. Donc les Vengeurs Lugubres, c'est typiquement le type de guerrier aspect qui est le plus répandu, parce que c'était celui qui était créé par Azurmen, qui fonda les différents temples de guerriers aspect dans tous les vaisseaux mondes. Donc c'est tout simplement l'aspect vengeur en fait du dieu de la guerre, qui est là pour protéger son peuple et aussi forcément se venger. Alors les araignées spectrales tirent leur nom des créatures de cristal qui grouillent dans le circuit d'infinité et le dôme des prophètes de cristal d'un vaisseau monde. Vous voyez, c'est là où je vous disais avant que je pensais vraiment que les araignées spectrales étaient dans la toile. Donc si c'était le cas aussi avant, je veux bien qu'on le remette en commentaire. Donc eux, ils sont là en fait en utilisant des générateurs de ce warp. Donc c'est parmi en fait, c'est ceux qu'on considère comme étant les plus courageux des guerriers aspects, parce que eux vont vraiment passer par le warp, par l'immatérium pour faire leurs attaques, ce qui est parfois vraiment très dangereux. Donc leur âme évidemment va être perdue hein, si elle se perd dans le warp. Donc voilà, des guerriers basés sur la mobilité, très grande mobilité, pour lutter contre l'infanterie surtout. L'instant, c'est ce qui va se rapprocher d'une cavalerie, donc avec un trait de noblesse vraiment basé sur la rapidité, pas forcément beaucoup de choses assez intéressantes. Ensuite, Banshee Huante, aspect féminin par excellence, les Banshee Huante sont des guerriers aussi rapides que mortels, chargeant l'ennemi en multipliant les acrobaties, expertes en corps à corps. Leur style de combat est l'exemple même de l'efficacité et de la précision. Petite particularité, bien sûr, elles tirent leur nom de la Banshee parce qu'elles crient, en fait, leur cri de rage est transformé en onde psychosonique. Les cris de guerre des exarques sont si effrayants qu'ils hantent leurs victimes longtemps après. Alors oui, ça je l'avais noté parce que je me dis à quel moment en fait tu peux être une victime d'un exarque Eldar Banshee et en fait être hanté par ces cris en fait. C'est-à-dire qu'elle t'a raté finalement. Donc voilà, c'était cette petite tournure que je trouvais un petit peu surfaite tout simplement.
Donc voilà, ça c'est un temple principalement féminin, même si je pense qu'il peut y avoir en fait des Eldar masculins qui eh bien, prennent en fait une armure de Banshee. Je crois avoir lu ça quand même, hein, qu'il pouvait y avoir malgré tout des Banshee qui étaient en fait des hommes, tout simplement. Alors les scorpions foudroyants, tout simplement, c'est ceux qui vont incarner la force au corps à corps et aussi le côté caché en fait, parce que la discrétion est quelque chose qui est très présent pour les scorpions. Ils doivent se cacher dans l'ombre pour surgir et avec une grande violence détruire leurs ennemis. Petite particularité sur le phénix déchu, Karandras n'est pas le plus ancien exarque scorpion foudroyant, car cet honneur revient à Ara, le père des scorpions et le phénix déchu, qui, dit-on, brûle de la lumière sombre du chaos. Et ça, c'est un personnage qui n'a jamais été vraiment utilisé, qui n'a jamais vraiment été mis en avant, et c'est une des seules fois où on a un Eldar qui serait du côté du chaos, en fait. Et là, on l'a hein, sur ce premier Seigneur Phénix. Donc, si vous avez aussi d'autres informations, je ne sais pas si ça a été mis vraiment beaucoup en avant, peut-être que c'est une petite pierre comme ça qui peut être utilisée, à un moment donné, on va avoir un duel entre le retour d'Ara, parce qu'en fait, c'est souvent ça, hein, dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est que les ennemis ne meurent jamais, les gentils ne meurent jamais, personne ne meurt jamais vraiment, donc on est toujours dans la lutte éternelle, voilà, donc je pense que c'est voilà, une petite pastille comme ça qui est mise et qui va pouvoir être après, qui va pouvoir être utilisée, une graine comme ça scénaristique qui va pouvoir être utilisée plus tard. Alors les faucheurs noirs, on l'a vu, hein, ils ont été créés par Mogunra. Des capteurs montés sur le casque permettent aux faucheurs noirs de verrouiller des cibles rapides, tandis qu'un lien mental sophistiqué leur permet de voir par la bouche de leur canon. Alors ça, je trouvais ça aussi rigolo, cette idée que ils avaient besoin comme ça de cibler et qu'ils se transformaient eux-mêmes en larmes, une sorte de fusion symbolique avec l'arme. Voilà. Bon, est-ce que c'est pour ça qu'ils touchent sur du 2+? Non, pas forcément. Alors je passe un petit peu vite hein, sur les différents guerriers aspects, parce que bon, forcément c'est pas forcément très développé, ni forcément extrêmement intéressant. Donc les dragons de feu, évidemment, ceux qui manient les fuseurs, donc ils vont détruire leurs ennemis par le feu, la chaleur. Ce qui est intéressant par contre, c'est sur Fuegan, qui est le créateur de ce temple aspect. On dit que la lance de feu sera le dernier Seigneur Phénix à tomber lors de la bataille finale contre le chaos, les Rana d'Andra, les jours derniers. Alors c'est quelque chose qui a été mis beaucoup plus en avant dans les anciens codex, où on avait cette notion que à partir du moment où tous les Seigneurs Phénix sont réunis, ce sera le jour du jugement dernier, les jours derniers, le Rana d'Andra. Là, on nous dit que on voit de plus en plus souvent les Seigneurs Phénix se mettre ensemble, mais on n'a pas cette notion que c'est le dernier moment. Donc c'est pour insister sur le fait qu'on se rapproche de la fin. Ça, c'est ce que vous retrouvez toujours dans toutes les versions de Warhammer 40 000. Attention, Cliffhanger, on est proche de la fin, ça va envoyer du lourd. Tenez-vous prêts, ça fait 20 ans que ça dure. Et voilà. Donc là, on a finalement un petit recul, parce que les Seigneurs Phénix, on les retrouve se battre souvent ensemble, sans pour autant que ce soit la fin. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'a priori, voilà, le jour où Fuegan disparaîtra, est-ce qu'on le vivra? Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose dont je parlais avec certains d'entre vous. Moi, je ne serais pas contre qu'à un moment donné, on passe avec la V10 vraiment, alors comme une sorte de la fin des temps. Alors je sais que ça peut faire un peu peur, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et je pense que les anciens joueurs, vous n'allez pas forcément me contredire, mais moi ça fait 20 ans que j'en suis dans cette histoire-là. Et j'estime qu'à un moment donné, ouais, j'ai assez vécu cette histoire de Warhammer 40 000 et que je ne serais pas contre voir ce qui peut se passer après. Et c'est pas tant que c'est nécessaire, mais c'est plus que bah, forcément, voilà, tu l'as vécu, ça fait longtemps que j'ai apprécié les choses, donc on peut passer à la suite, tout simplement. Donc voilà, est-ce que vous aussi vous faites partie de cette tranche de population? Si vous êtes dans ma classe d'âge et que vous connaissez les choses depuis longtemps, je pense en effet que vous êtes le cas. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais vous mettre carrément un petit sondage, parce que maintenant il y a cette possibilité sur la chaîne. Donc dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller voter. Est-ce que, alors ça va vraiment s'adresser surtout aux anciens joueurs, mais possibilité 1, vous êtes un ancien joueur qui connaît le fleuve depuis longtemps, et puis vous avez envie qu'on passe à la fin des temps, qu'on passe à autre chose pour que l'histoire avance et qu'il y ait vraiment beaucoup de mise en avant. Ou alors, est-ce que vous êtes un ancien joueur, vous êtes attaché justement à cet historique, et puis vous ne voulez pas forcément qu'on aille plus loin, parce que ce n'est pas nécessaire, c'est très suffisant dans le monde dans lequel il est, et c'est vrai que le fleuve de 40 000 est tellement large qu'on peut très bien vivre des tas d'aventures dans ce monde-là sans qu'il évolue. Et option numéro 3, vous êtes un joueur assez récent, mais malgré tout, vous avez envie que ça avance. Voilà, n'hésitez pas à voter dans la description, vous n'avez rien besoin d'installer, il y a juste à aller dans la description de la vidéo. Alors, c'est le retour des éperviers voltigeurs. Donc ça nous a fait marrer, parce qu'à une époque, c'était les aigles chasseurs, après, c'était revenu Swooping Hawk en anglais, et maintenant, c'est de nouveau la francisation
épervier voltigeur. Bon, il faut avoir volé dans le ciel le matin sur les ailes de feu pour comprendre l'épervier. Il faut se précipiter en hurlant sur ceux qui se savent déjà morts pour comprendre la Banshee. Il faut avoir anéanti tous ceux qui s'opposent à vous pour vraiment comprendre la puissance du dragon. Et seul celui qui a voyagé pour finalement se détourner de chacune de ses voies peut comprendre l'autarque. L'autarque, on reviendra dessus, mais ou alors je vais le faire maintenant comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. L'autarque, en fait, c'est pas un exarque. C'est pas quelqu'un qui a été au-delà justement, mais c'est quelqu'un qui a su sortir à un moment donné de la voie d'un temple aspect et qui est parti sur une autre voie, qui l'a exploré, qui était au bout de ce qu'il pouvait faire sans tomber dans l'extrême d'un exarque et qui comme ça connaît exactement toutes les possibilités. Donc ce n'est pas plus fort qu'un exarque, c'est différent, c'est plus polyvalent tout simplement. Et c'est cette richesse qui leur permet justement de guider, comme on le disait tout à l'heure, on a le côté, le bras armé, c'est l'autarque, parce qu'il sait exactement comment combiner les différentes forces pour les rendre encore plus puissantes. Et puis on a de notre côté l'esprit avec le grand prophète. Alors par contre, un temple aspect qui a été développé récemment, c'est les chasseurs écarlates. Ça, je trouvais ça assez amusant aussi de voir que eh bien, les exarques et les guerriers aspects n'étaient pas forcément uniquement des figurines d'infanterie, mais on pouvait avoir cet avion voilà, qui était sorti, qui ma foi en plus est très joli, qui pouvait être un temple aspect. Et c'est en fait exactement ce qu'ils expliquent, c'est que eh bien, autant une Banshee va avoir son masque, un scorpion ses mandibules, une araignée spectrale son générateur de saut warp, et bien les chasseurs écarlates, eux, ils ont leur avion. Voilà. Et puis bien sûr, ce seront les meilleurs pilotes de la galaxie, n'en doutons pas. Alors là, on va tomber sur le deuxième aspect des forces Eldar, donc les Hosts des morts, donc ce qu'on va appeler les chasses fantômes. On a tout le côté évidemment les vivants qui se spécialisent, et on a aussi eh bien, les constructs, en fait, les créations de moelles spectrales qui sont habitées par des âmes des défunts et qui sont les seigneurs fantômes, les gardes fantômes, les chevaliers fantômes et même l'avion fantôme aussi, je sais plus comment il s'appelle. Même s'ils sont pilotés par les esprits Eldari et que sans ces derniers, ils ne seraient que des coquilles vides. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'esprit de la machine ou ce genre de choses, mais ce sont vraiment des constructions qui nécessitent une âme pour vivre. On pourrait peut-être partir dans un grand délire en mode, est-ce que il n'y aurait pas moyen justement avec la technologie de créer une intelligence artificielle? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas au sein de l'Empire Eldar? Peut-être parce que eux justement, pour faire écho à ce qu'on a vu avec le Codex Tau, eh bien savent que ça ne peut conduire qu'à la déchéance, et c'est pour ça qu'ils ne vont surtout pas sur cette voie-là. Et comme on connaît l'expérience des Eldar, on peut imaginer que ils ont peut-être pas forcément tort. Leur autre particularité, c'est que au combat, ils se comportent comme de leurs vivants. Ceux qui étaient spécialisés en soutien à distance utilisent de nombreuses armes lourdes, alors que ceux qui préféraient le corps à corps se munissent d'un sabre spectral. Et ça me rappelle en fait une conversion d'une figurine que j'essaierai de retrouver. Je pense que j'aurai du mal à la retrouver parce que ça fait des années, mais il y avait un seigneur fantôme qui était converti en scorpion, tapis un petit peu comme ça. Et en fait, c'est exactement ça. Si vous voulez vous faire plaisir en termes de conversion, eh bien n'hésitez pas, parce que vous pouvez tout à fait avoir un seigneur fantôme, on pense aussi à un chevalier fantôme, ça peut être aussi le cas, qui aurait du coup des mandibules, ou alors un masque de Banshee, ou alors pourquoi pas un générateur de saut warp tel une araignée spectrale. Alors bonne chance pour la conversion, parce que chez les Eldar c'est un peu compliqué la conversion, mais en tout cas c'est une piste scénaristique qui est totalement valide en termes de représentation de la figurine. Alors par contre, petite chose en plus que moi j'ai appris, donc c'est sur les guerriers fantômes. Les guerriers fantômes, ce sont l'équivalent des gardes fantômes avec les armes de corps à corps. Donc les guerriers fantômes terrifient les Azuriani, qui craignent même de prononcer leur vrai nom, de peur de s'attirer, ouais, je l'ai pas dit, de peur de s'attirer le courroux de Ken. Ils sont habités par une rage latente et sont tenus à l'écart des gardes fantômes pour ne pas les perturber. Les évents sensitifs de leur corps en moelle spectrale servent à évacuer leur colère, car ils sont poussés par le désir de se jeter sur l'ennemi. Et les spirites, donc les spirites, en fait, ce sont pas des grands prophètes, mais ce sont des Azuriani qui ont en fait une grande faculté à communiquer avec les morts et qui sont là pour guider en fait justement, alors, on le reverra un peu après, mais je préfère le dire ici, qui sont là pour guider en fait et qui sont le maillon essentiel pour faire le lien entre eh bien, le monde des morts, qui est un peu crépusculaire, dans lequel c'est difficile de se rendre compte de la vie en fait, parce que ce qu'on nous dit, voilà, je me laisse entraîner, mais ce qu'on nous dit c'est que les morts en fait et les constructs ne voient que les âmes en fait brillantes, et tout le reste est assez diffus. On imagine bien un petit peu, là encore je vais reprendre le parallèle avec le Seigneur des Anneaux, mais
ce que vous avez quand Bilbon met l'anneau ou quand Frodon met l'anneau, cette notion-là où on ne voit pas très bien les choses. Les spirites sont là pour faire cette passerelle et justement aider de leur don les constructs à pouvoir se repérer dans l'univers matériel. Donc les spirites ne savent pas exactement d'où leur vient cette nature colérique, même s'ils se pensent que les pierres-esprits qui alimentent leur âme psychique sont à blâmer. Donc là aussi, c'est quelque chose que par contre je trouve un petit peu fragile en termes narratifs, parce qu'en fait il te dit pourquoi forcément les pierres-esprits qui seraient choisis pour aller dans ces guerriers fantômes seraient forcément en provenance de quelqu'un qui aurait succombé à une sorte de rage, parce que au final tu prends le potier tout simplement qui est mort, hop tu la mets dans un construct. Voilà, c'est une petite partie que je trouve un petit peu faible en termes de narration. Alors les chevaliers fantômes, ce qui a été une nouveauté, une nouveauté, ça fait peut-être 10 ans, Jérôme, tu vas encore me dire que ça fait 10 ans que ça existe, mais peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, les chevaliers fantômes, eux, leur particularité, c'est qu'il y a un pilote vivant qui les conduit et en même temps, son frère jumeau défunt au sein d'une pierre-esprit. Donc on a cette symbiose qui est suffisamment puissante pour permettre de guider une machine aussi colossale que le chevalier fantôme. Voilà. Alors pour ceux qui pensent Titanicus, Adeptus Titanicus et Titan revenant ou ce genre de choses, le Titan revenant par exemple que vous pouvez peut-être voir derrière moi, en fait lui il est l'idée aussi par un pilote. Il y a un pilote à l'intérieur, il n'y a pas cette notion de pierre-esprit et c'est aussi, je trouve, si je peux râler un petit peu, une sorte de faiblesse parce qu'on a des titans, même le titan fantôme qui est beaucoup plus grand que le titan revenant, qui vont être guidés simplement par une pierre-esprit. Et puis on n'a pas cette notion de il faut absolument qu'il y ait un frère jumeau, quelque chose de très restrictif et de très élitiste dans le chevalier fantôme, alors que bon voilà, on a quand même des revenants, ça ressemble quand même à une sorte de gros chevalier fantôme. Voilà. Donc là je pense que niveau fluffy, il y a peut-être une petite incohérence. Et donc l'avion dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le chasseur fantôme Conium qui est habité par les essences de plusieurs Eldari et qui pareil a besoin d'un spirit pour pouvoir être guidé, mais grâce à cette force d'armes, eh bien ils peuvent manipuler en fait des armes effroyables. Alors on arrive maintenant au passage consacré aux Arlequins. Donc les Arlequins, la différence par rapport aux autres Eldari, c'est qu'ils n'ont pas choisi de vivre en fait dans les vaisseaux mondes. Eux ils sont en éternelle représentation, c'est des troupes itinérantes, vraiment c'est l'imagerie. Donc ils sont là en fait pour transmettre les traditions Eldar, raconter des histoires et amuser aussi le peuple Eldar, et c'est aussi une force combattante parce que leur but c'est de lutter de toute leur force contre le chaos, parce qu'en fait ils sont assujettis à Segorath, le dieu moqueur, l'autre dieu qui a réussi à s'échapper et se cacher dans la toile, et en fait on raconte même, comme on disait tout à l'heure, que Segorath peut se cacher parmi eux, peut-être sur le solitaire, peut-être sur un personnage encore moins important, étonné que Segorath en fait c'est le dieu de la tromperie tout simplement. Alors ce sont des Eldar qui ont une particularité, c'est qu'ils peuvent aller partout justement. Donc les Arlequins font également office d'émissaires entre les diverses factions Eldari, car ils sont les seuls à pouvoir aller librement entre les domaines de leur race. Ils ont même tissé des alliances fragiles entre les Azuriani et les Drukhari lorsque les circonstances l'exigeaient. Donc ainsi on va pouvoir retrouver des Arlequins, que ce soit sur les Craftworlds, à Comorak, chez les Eldarnar, les Drukhari, sur les planètes des Exodites ou bien dans des flottes corsaires. Donc ce lien, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez privilégié et d'assez étonnant au final, parce que on pourrait même se demander pourquoi les Drukhari toléreraient la présence des Arlequins, sachant qu'ils ne tolèrent pas la présence des Azuriani, mais bon, comme ça permet d'avoir une communication et puis ces alliances comme ça de raison ou pas qui peuvent se créer. Alors une autre particularité fondamentale, c'est que les Arlequins ne possèdent pas de pierre-esprit. Vous savez, la pierre-esprit, c'est ce qui leur permet justement, quand ils décèdent, de pouvoir capturer leur âme pour qu'elle ne soit pas mangée en fait par l'assoiffé. Et bien eux en fait considèrent que leur âme, une fois libérée, va être aspirée par Segorath et qu'elle va le nourrir lui aussi, ou qu'il va les garder. Alors on ne sait pas exactement comment ça se fait, mais en fait c'est le but de Segorath, le but c'est la tromperie, donc il s'amuse à tromper Slaanesh. Alors les Arlequins, ce sont aussi les défenseurs de la bibliothèque interdite. La bibliothèque interdite, il faut imaginer que c'est une sorte de vaisseau-monde qui est dans la toile, donc qui est prisonnier entre guillemets de la toile, mais qui est caché aussi dans la toile, et qui contient tout le savoir de la race Eldar depuis les antimémoriaux. On vous dit que ça explique même en fait les origines et l'essence même du chaos. Voilà. Alors bien sûr, ça va attirer toutes les convoitises, et là dernièrement, la sécurité laisse un petit peu à désirer, parce qu'on a Ahriman, le sorcier Ahriman des Southern Sun y est parvenu, et
a dérobé plusieurs objets à des fins inconnues. Qu'est-ce que ça va donner dans la suite de l'historique de Warhammer 40 000? Pour l'instant, je ne le sais pas. Peut-être que disséminé dans les romans de la bibliothèque interdite, justement, en réalité, eh bien, ces éléments ont été développés. Si vous avez l'information, là encore une fois, je veux bien. On fait un échange comme ça. Je vous fais une vidéo, vous mettez vos petits éléments que vous avez vus dans les romans. Alors même si les Arlequins peuvent aller et venir un petit peu librement, il y a quand même un petit peu de méfiance. Donc les Arlequins combattent de nos côtés, c'est une certitude, mais combattent-ils pour nous? Pour eux, je ne saurais dire. Les individus qu'ils étaient jadis ont disparu derrière leur masque, leur saedas, leur dieu moqueur et leur but énigmatique. Je me demande donc si nous sommes davantage que de simples outils à leurs yeux. Est-ce que les serviteurs de Séggorath nous manipulent, nous et nos cousins Drukhari et Exodite, comme nous manipulons les jeunes races de cette galaxie souffrante? Si oui, dans quel but? Leur aide est la bienvenue, mais leur attention réelle m'inquiète. Et c'est un grand prophète qui parle. Donc on a vraiment cet aspect, encore une fois, étonné qu'ils sont assujettis au dieu moqueur. Est-ce que le dieu moqueur ne se moquerait pas même de ses enfants, de la race des Eldar? Quelle est leur intention? Et puis il y a toujours ce côté que les Eldar manipulent en fait les autres races, mais eux-mêmes sont manipulés. Si ça se trouve, eux-mêmes, les Arlequins sont manipulés, et ainsi de suite, avec le système des poupées russes. Alors le solitaire, en termes de jeu, déjà, ça a toujours été un personnage emblématique, un personnage ultra fort, et là, c'est un des personnages les plus puissants en termes de combat rapproché. Enfin déjà, un Eldar, c'est extrêmement fort, et le solitaire va bien au-delà des Eldar, et même pour eux, vous voyez, donc des histoires décrivent les solitaires courant sur des surfaces verticales, surgissant des ténèbres au cœur des bunkers verrouillés, et même capables de ralentir le temps. Ces capacités surnaturelles les rendent impossibles à abattre. Pour ces ennemis, un solitaire n'est guère plus qu'un éclat de lumière paraissant se téléporter d'un endroit à l'autre. Voilà. Donc c'est un des plus grands combattants qu'on peut rencontrer dans la galaxie de Warhammer 40 000. Et puis sa particularité dans le masque, en fait, quand ils sont en train de jouer, c'est que lui va avoir le rôle très particulier de Slaanesh. Il représente Slaanesh. Première chose, il est du coup obligé, il est un peu plus craint, donc il va vivre en solitude, hein, d'où le terme de solitaire, mais son âme aussi est vouée à la damnation, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera mort, eh bien, son âme ne pourra pas être récupérée par Séggorath, étant donné qu'elle a été corrompue plus ou moins par Slaanesh, vu qu'il a joué le rôle de Slaanesh, et c'est pour ça aussi que certains disent que c'est l'un des meilleurs combattants, parce que connaissant cela, il va faire tout son possible pour mourir le plus tard possible. Alors le bouffon tragique, il est vraiment là pour donner encore un peu plus d'ambiguïté aux Arlequins. Parmi peu de créatures dans toute la galaxie sont capables d'autant de cruauté que les bouffons tragiques qui tissent une tapisserie tragicomique sur tous les champs de bataille qu'ils arpentent. En fait, eux, ils sont là non seulement pour détruire, mais de détruire de la façon la plus vile et la plus négative possible. Il faut absolument que tous ceux qui voient en fait cette mort-là soient encore plus touchés par la perte de l'être aimé ou du camarades, etc. Et c'est vrai que quand on voit que les Arlequins en fait vont avoir ce genre de personnages parmi eux, eh bien on peut raisonnablement se poser la question, est-ce que les Arlequins sont simplement là, comme on l'avait vu à une époque, pour perpétuer les traditions, en fait, quelque chose d'assez positif. Là, on est vraiment dans de la destruction, de la création de quelque chose de négatif, d'émotions négatives, un peu à l'image des Drukhari, justement, qui, eux, doivent créer des émotions négatives pour survivre. Là, lui, le bouffon tragique, se délecte justement de cette chose-là. Donc c'est là aussi où il y a encore pas mal d'ambiguïté. Ensuite, à l'image des grands prophètes, on a les prophètes de l'ombre, qui, eux, sont aussi capables, en fait, de prédire l'avenir. Voilà. Donc c'est classiquement plus ou moins la même chose. Alors, sur les différents types de masques, je ne vais pas les détailler, vous les avez là, je vous fais une belle image, comme ça vous pouvez les lire. Je dirais simplement ceci, il existe des centaines de saedas. Alors les saedas, ce sont des chorégraphies particulières, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une représentation, qui va se traduire aussi dans un combat, en fait, il y a on va dire une stratégie, une tactique plutôt qui est mise en place. Et cette tactique est une pièce de théâtre et raconte en même temps une histoire. C'est ce qu'on appelle les saedas. Chacune adaptée à une situation et un adversaire. Les plus fréquentes sont les sans épée de veau, les tourments du puits de feu, les pleurs d'Isha, etc. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que chaque représentation est intrinsèquement liée à une façon de combattre. Donc, comme quoi, d'une époque où on avait vraiment des Arlequins qui étaient là pour raconter des histoires, là on est vraiment sur une entité guerrière qui est là pour créer la destruction et lutter contre le chaos. Et
En fait, étant donné que je repense à ça en fait avec le bouffon tragique, c'est là où on peut se poser quand même une question, parce que si les Arlequins sont vraiment là pour lutter contre le chaos, je ne pense pas qu'en détruisant un démon d'une façon comique, eh bien ça puisse créer en fait du déplaisir ou quoi que ce soit. En fait, ça va être vrai uniquement s'ils s'attaquent à vos humains par exemple, aux taureaux ou à d'autres espèces pensantes. Et c'est là où le fait qu'on développe en fait des capacités qui sont là pour créer le malheur, je pense pas que ce soit fait pour lutter contre le chaos, parce qu'il n'y a pas de logique, étant donné que les démons ensemble, voilà, personne ne va pleurer la perte d'un démon, même à l'intérieur des démons, donc vous voyez, cette notion-là, ça prouve quand même qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière. Alors on va arriver aux Inari, ça par contre c'est l'une de mes factions préférées, parce que ça ouvre en fait une nouvelle voie, une nouvelle possibilité. Donc les Inari sont les disciples d'Inid, le dieu qui murmure, également appelé Exhumé. Ils ont le pouvoir d'absorber l'énergie des âmes des morts, ce qui leur confère une vigueur surnaturelle et de redoutables pouvoirs psychiques. Les Inari pensent que les Eldari peuvent être sauvés de l'oubli et de la soifée grâce à Inid et luttent sans relâche pour l'éveiller complètement. Donc le principe bien sûr c'est qu'on a Ivren, dame des ombres, grande prophétesse de Inid, qui a permis en fait plus ou moins la renaissance d'Inid, du dieu de la mort, et grâce à ça en fait elle peut trouver une autre voie pour la mort en fait des Eldar. C'est-à-dire que quand un Eldar meurt, option 1, il part dans le warp, il est dévoré par la soifée. Option 2, une pierre esprit aspire son âme, elle est mise dans le circuit d'infinité. Option 3, on est un exodite, auquel cas, eh bien, il y a le cœur de la planète qui fait aussi office de circuit d'infinité. Et Ivren, en fait, apporte une autre possibilité, c'est d'offrir son âme à Inid. Et en fait, dans les théories des Inari, il y a le fait que le jour où, eh bien, toutes les âmes des Eldar se seront éteintes, donc en fait, c'est ça qui est assez amusant, c'est que pour sauver la race des Eldar, il faut tous les tuer. C'est pour ça qu'il y a pas mal de, justement, dans les grands prophètes et les conseils d'Ibtoué, il y en a beaucoup qui se disent que c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est ce qu'elle cherche à faire en fait, c'est essayer eh bien, de faire en sorte que toutes les âmes des Eldar succombent pour donner leur force à Inid, et que ainsi Inid aura la force de se réincarner, ressusciter, et qu'il sera même assez puissant pour vaincre Slaanesh. Donc la seule façon de vaincre Slaanesh, qui est la némésis des Eldari, c'est justement que tous les Eldar meurent. Voilà. Et c'est pour ça aussi, c'est là où on a la différence avec Eldrad Ultran, qui Eldrad Ultran pense qu'il y a toujours possibilité eh bien, de sauver en fait les Eldar sans pour autant qu'on arrive à l'extinction complète de leur race. Donc ce qui est bien en fait avec les Inari, alors au-delà du fait que vous pouvez faire un joli melting pot quand vous jouez l'armée, c'est aussi que en termes d'histoire en fait, eh bien Ivren va être aussi bien avec les Arlequins, aussi bien avec les Corsaires, voilà ça va être la nouveauté du codex, on va y venir juste après, que avec les Exodites, le jour où ils sortiront, ça sera la nouveauté du prochain codex, d'un prochain supplément. Mais franchement, on nous en parle tellement maintenant des Exodites. Avant, c'est vrai que ça avait toujours été cité, mais il y avait juste un petit passage, une petite phrase cachée au bout d'un morceau de fluff. Là, quand même, on en parle vraiment comme d'une présence essentielle. Hein. On aime toujours les Exodites, les Craftoirs, etc. Et bien, c'est pour ça que je pense que ça va revenir. Et donc, Ivren, elle, eh bien, elle va aller piocher et chez les Exodites, et chez les Drukhari, et chez les Azuriani. Donc voilà, ça permet aussi d'unifier peut-être tout le peuple Eldar. Et on peut imaginer peut-être, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, qu'un jour, on ait un seul codex pour l'ensemble des Eldar. Alors après, on peut se poser la question de pourquoi les Drukhari, eux, seraient intéressés en fait par les promesses d'Ivren, parce qu'on est bien sûr que sur des promesses. Eh bien, c'est parce que les Drukhari, eux, en fait, ne possèdent pas de pierre esprit, pas de circuit d'infinité, leur âme est vouée à Slaanesh. Et en fait, la seule façon de prolonger ça, c'est d'offrir une souffrance et d'offrir des émotions d'autrui à Slaanesh. Voilà. Et du coup, bah voilà, Ivren leur propose une autre solution, donc voilà, ça peut forcément toujours être intéressant. Alors je vous parlais d'Ivren, si ça vous intéresse vraiment, je vous envoie sur une vidéo proof sur Gathering Storm, où du coup on a vraiment beaucoup plus de détails sur elle, donc je vous invite à le lire. Si vous êtes abonné aussi à Warhammer Plus, vous avez ce tome-là en VO, malheureusement, ça j'aimerais bien que ça passe en VF, mais si ça ne vous embête pas de lire l'anglais, vous avez l'ensemble du Gathering Storm et tout ce qui est partie fluff de disponible sur Warhammer Plus. Franchement, ce n'est pas à louper. Si vous pouvez aussi vous procurer le bouquin en occasion, ne passez pas à côté, je l'ai dit dans plein de vidéos, mais c'est vraiment les 3 tomes qui m'ont le plus marqué, je peux le dire,
jusqu'à présent dans ma vie de joueur de Warhammer 40 000 sur le côté narratif. Alors comme à chaque fois qu'il y a du changement, eh bien, il y a forcément des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et c'est ce qu'on vous dit ici, Ivraine est également à l'origine d'un schisme. Les Exodites, les Arlequins, les Azuriani et même les Drukhari se perdent dans des débats sans fin pour savoir si la Dame de l'Ombre leur offre le salut ou si elle détourne de la lutte contre le chaos, ou encore si elle leur apporte la ruine. Et c'est vrai que c'est une question qui est vraiment très riche et très intéressante, c'est qu'on peut imaginer peut-être que eh bien, Ivraine, pensant bien faire, est en fait manipulé par les forces du chaos et que eh bien, Slaanesh est caché derrière ces agissements-là. Et en fait, ce serait assez retors. Alors ce serait digne de Tzeentch plutôt, mais on peut imaginer ça en fait, à savoir eh bien, Slaanesh utilise Ivraine en disant si, il faut que tout le monde meure, comme ça, t'inquiète, ça va bien se passer. Et on va le revoir aussi bien sûr avec l'Incarne. Alors avant de parler de l'Incarne, on va faire un petit tour sur le Visarque qui est un petit peu le gardien et à la fois le mentor d'Ivraine, parce que Ivraine en fait elle a eu plusieurs vies, elle a une vie sur les Craftworlds, une vie en tant que corsaire et une vie aussi dans les arènes de Comorak. Et en fait le Visarque lui, chose étonnante, on vous dit que ça n'a jamais été vu dans l'histoire Eldar, et bien en fait a renoncé à ce qu'il était pour aller protéger Ivraine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... Ils sont assez égoïstes quand même, les Eldar. C'est le seul qui est capable de, on va dire, par amour paternaliste, où on ne sait pas trop, de le faire. D'ailleurs, c'est assez étonnant que ce soit une chose aussi exceptionnelle. Voilà. Bon, malgré tout, le Visarque, donc c'est un exhumé, c'est-à-dire qu'il fait partie de la faction des Inari, et en fait, il possède lui aussi un petit peu la force des morts. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut faire appel à différentes personnalités. Comme il a plusieurs âmes en lui, et bien, suivant le moment du combat, suivant le type de combat, il peut canaliser l'essence de quelqu'un d'autre, et puis devenir ce quelqu'un d'autre, que cette personnalité prenne le pas. Et comme ça, du coup, ben voilà, s'il faut, il va être aussi agile qu'une Séraste, aussi précis qu'un Exarque, aussi violent qu'une Incube, et ainsi de suite. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la lance d'Iriel, qui était une arme spéciale. Là, on va y venir. En fait, les Inari pensent que s'ils retrouvent les 5 épées déchues, et s'ils les réunissent, elle pourra servir de point focal pour l'ascension d'Inid, ce qui donnera au dieu suffisamment de puissance pour détruire Slaanesh sans sacrifier la vie de tous les Eldari. Pour le moment, 4 sont en possession des Eldari. Donc, on a Ivraine, qui a la sienne, le Visarque, qui a la sienne aussi, l'Incarne, qui est la plus grande et la plus puissante, et la 4e, c'est la lance justement du crépuscule. Alors la 5e, où est-elle en fait? Elle est possédée par un démon, le démon Shalaxi Elbane, qui la place au cœur du palais de Slaanesh dans le Warp. C'est-à-dire que c'est pas demain la veille qu'ils vont réussir à se la procurer. Mais ça peut permettre comme ça de pas couper en fait les ponts et de se dire qu'il y a encore aussi une passerelle, et on peut imaginer justement que l'objectif d'Eldralutran, ce serait d'aider justement les Inari à récupérer cette arme-là pour essayer de réaliser justement cette prophétie avec ces 5 éléments-là. Je trouve ça assez fort en fait d'avoir ce côté narratif qui est là avec eux. Eh bien, ils ont des épées chacun, mais au-delà des reliques, c'est encore plus qu'une relique, c'est vraiment un élément essentiel de l'historique. Donc voilà, très bonne chose. J'espère que ça va être utilisé. Et on arrive maintenant à l'Incarne qui est assez intéressant, donc le mortel avatar d'Inid. Donc l'imposante entité que l'on appelle l'Incarne domine les guerriers Eldari qui l'entourent. Cet être est un ange macabre à la beauté aussi étrange que terrifiante. S'il est le sauveur du peuple Eldari, c'est un bien ténébreux salut qui s'annonce. Déjà, vous pouvez le voir en fait sur l'image qui est ici. On a vraiment l'impression, en tout cas moi c'est ce que j'avais l'impression, c'est que quand on avait découvert en fait cette figurine à l'époque, avant Gathering Storm, parce qu'il y avait eu bien sûr des leaks, etc., on pensait tous que c'était un personnage de Slaanesh. En fait, c'était vraiment assez étonnant parce qu'il y avait un côté un petit peu Pierre-Esprit, donc un petit peu Eldar, mais un côté quand même vraiment démon de Slaanesh. Et là, vous voyez en fait ces cornes, on est carrément sur les cornes de démonettes, les cornes des démons majeurs de Slaanesh. Certains de ceux qui spéculent sur la nature étrange de l'Incarne ont révélé des points communs avec les démons du Prince du Chaos. Pour les Inari, c'est une hérésie, et ils font valoir qu'il est inévitable de trouver des similitudes superficielles avec Slaanesh, étonné que celui-ci est le fruit des excès du peuple Eldari. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment imaginer et se dire, alors l'Incarne, c'est vrai qu'il ressemble étonnamment à Slaanesh. Lui-même, il est né de la destruction du circuit d'infinité de Bieltan. Est-ce que ce ne serait pas une façon détournée, encore une fois, de manipuler les Eldar? Donc c'est vraiment un personnage, c'est vraiment... Il y a une grande richesse, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas juste l'avatar de Ken. L'avatar de Ken, lui, c'est extrêmement simple. C'est le suicide ou le sacrifice plutôt d'un exarque qui donne en fait la possibilité à un dieu de s'incarner à travers lui. Et on est dans de la rage primordiale, de la puissance sauvage. Là, avec l'Incarne, voilà. Je reviens sur la comparaison avec l'avatar. Cette comparaison est pertinente mais inexacte car il n'y a qu'un Incarne, bien que la puissance d'Inid augmente
augmente à chaque nouvelle mort. Seule une fraction de la puissance du dieu s'est pour l'instant manifestée dans l'espace réel. Voilà. Donc on a vraiment un avatar encore plus personnalisé en fait. Il n'y a pas eu possession, si ce n'est de l'ensemble des âmes Eldar, mais c'est pas quelqu'un qui se transforme en avatar d'incarne, mais c'est vraiment de l'incarne qui vient agir. Donc, voilà, je pense que ça va être développé. Alors après, le fait est que souvent les développements se font à travers des suppléments. Là, on est sur le codex, donc il n'y a pas eu d'évolution majeure par rapport à ce qu'il y a eu dans Gathering Storm. Hein. Je ne le pense pas, à moins que j'ai loupé quelque chose, hein, mais là, le fluff n'a pas évolué pour eux. Alors, je trouve ça vraiment assez dommage, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt trop centré sur Reboot Guilliman, mais je pense que là, avec Enid, on est vraiment sur un élément de fluff qui demande qu'à être développé en fait, et avec un potentiel immense. Alors, l'idée, c'est que ça aurait été bien de le faire avec la sortie du codex, hein, ça aurait été typiquement pile poil le moment. Bon, là, ce n'est pas le cas. Après, comme je vous l'ai dit, maintenant, la façon de Games Workshop de travailler la narration, l'historique, c'est à travers des tomes comme les Vigilus, les Psychic Awakening ou ce genre de choses. Donc j'espère qu'on aura bientôt une révolution là-dessus, peut-être avec la V10, voilà, si ce n'est pas les Tyrannides. Et dernière nouveauté, enfin de la nouveauté, donc c'est les Corsaires. Alors les Corsaires, on avait entendu parler depuis des années, hein, on savait qu'ils existaient, mais ils n'avaient pas de représentation, pas de figurines. Et là maintenant, avec ce codex-là, avec la boîte de Kill Team Nashmoon, qui va sortir bientôt, tout dépend évidemment quand vous regardez la vidéo, ça se trouve c'est déjà sorti, mais en tout cas ces figurines là sont vraiment très jolies et vous permettent de jouer la faction des Corsaires. Alors les Corsaires sont tout simplement des Eldar qui ne voulaient pas aller dans la dépravation des Drukhari, qui ne voulaient surtout pas vivre comme les Exodites en reclus, en travaillant la terre, qui ne voulaient pas non plus suivre une voie particulière comme celle des Craftworld, ni être assujettis aux dieux moqueurs comme les Arlequins, beaucoup de courants de pensée. Donc les Corsaires, eux, c'est la liberté, c'est vraiment ce que vous imaginez, typiquement pirate, corsaire. D'ailleurs, je trouve que le nom de corsaire, je pense qu'il aurait plutôt fallu que ça s'appelle des pirates, parce que si vous savez la différence entre pirate et corsaire, c'est que simplement les corsaires avaient des lettres de noblesse, mais ils pratiquaient la piraterie, mais sous couvert. Et là, en fait, il n'y a pas de notion de les vaisseaux mondes reconnaissent les corsaires, le droit de piller, plus ou moins. Je pense que ça pourrait tout simplement être des pirates. Donc le principe c'est exactement ça. Une fois qu'on a dit le mot pirate, vous savez exactement ce que sont les corsaires. Ce sont simplement des individus qui se disent tant qu'à être condamné, autant vivre pleinement chaque instant, full power, on ne pense pas à l'avenir et puis on va agir vraiment suivant nos désirs. Donc eux, leur désir c'est amasser de la richesse, du pouvoir. Alors c'est vraiment mis en avant sur le côté richesse, mais moi je m'étonne un petit peu qu'une race comme les Eldar ait des velléités sur le côté financier, de l'or, des richesses. Je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait représenter. À la limite, pourquoi pas des artefacts, ou alors plus de vaisseaux, plus de puissance, ça ok. Mais le côté richesse, j'avoue que je le comprends un peu moins. Alors, après, on va trouver à chaque fois toute une flopée de personnages. Donc on a tout simplement ceux qui ont été bannis de leur vaisseau monde et qui se retrouvent contraints malgré eux de rejoindre une flotte de corsaires pour continuer à vivre. Ceux qui font ce choix par noblesse d'âme, ou ceux qui font ce choix simplement pour le pouvoir. Voilà, donc on a tout un panel, ce qui permet aussi d'avoir, en termes de jeu, parce qu'on fait le relien avec les jeux, c'est forcément des unités très disparates, et puis parfaitement adaptées à jouer une kill team, et puis surtout des troupes qui ont de la diversité. On va le voir avec les figurines, vous le voyez là, il y a beaucoup de figurines qui ont beaucoup de caractère, et ça correspond tout à fait à l'individualisme exacerbé qu'on a chez les corsaires. Alors dans les autres particularités, on a des améliorations augmentiques. En fait, on peut imaginer des bras bioniques, des implants oculaires. Nombre de ces améliorations artificielles tranchent avec la subtilité habituelle des créations des vaisseaux mondes et sont portées ouvertement pour symboliser le dédain de leurs porteurs à l'égard des considérations esthétiques civilisées. Voilà. Donc on a vraiment ce côté plus caractérisé, même dans leur accoutrement et puis dans les relations qu'ils peuvent entretenir aussi beaucoup avec les Drukhari, parce que en fait, les corsaires, c'est aussi tout simplement des mercenaires. Ils vont agir comme bon leur semble, mais comme ils ont besoin de temps en temps de se faire payer, il faut bien que quelqu'un paye. Donc pour que quelqu'un paye, il faut une mission. Donc voilà, donc ça peut être des chasseurs de primes, ça peut être des transporteurs, ils peuvent agir aussi avec les libres marchands, etc. Donc c'est vraiment très libre, et je pense qu'en termes de jeu de rôle, si vous aimez le jeu de rôle, chez les corsaires, c'est là où vous allez vous faire le plus plaisir. Donc je vais vous lire aussi un petit passage qui marque bien l'esprit. Donc dans l'espace se trouve la richesse, dans l'espace se trouve la liberté. Je rejette les entraves de la bois, je rejette les mesquineries des intrigues politiques comorites, je rejette la frugalité et la simplicité des exodites, je rejette le masque du clown et le phare du mime, je rejette certainement la mort,
c'est Enid bien sûr. Les étoiles appartenaient à mes ancêtres, ainsi m'appartiendront-elles, ainsi j'irai à ma guise, je prendrai à ma guise et je tuerai à ma guise. Voilà, donc c'est vraiment très caractéristique. Et au final, c'est vrai qu'on en parlait depuis tellement longtemps dans le fleuve que bah, voilà, les avoir enfin jouables, honnêtement, je pense que c'est assez joli. Et puis, on va pas se le cacher, hein, c'est vraiment les figurines les plus sympas des sorties qu'on a eues, donc voilà, moi je crache pas dessus. Alors tout comme pour les Azuriani, il y a différents craft world, il y a différentes masques pour les Arlequins, différentes sous-factions, et bien les corsaires n'échappent pas à ça, et donc les corsaires pour eux sont des flottes. Donc on a différents types de flottes, la plus connue, les pillards sorciers, parce que c'est la flotte qui est dirigée par le prince Iriel, donc c'est une des plus puissantes forces de la galaxie en termes de flotte, voilà, c'est ce qu'on nous présente là. Petit passage par contre qui n'a rien à voir, mais que je trouve assez intéressant, c'est on vous raconte qu'ils ont attaqué une dizaine de milliers de vaisseaux, quand même 10 000 vaisseaux, ça commence à faire, y compris des appareils ayant appartenu à des ennemis redoutables comme les Kriegs, les Hurd, les Kravs. Donc tout ça, ces factions-là, ce sont des nouvelles entités Xeno, et donc on nous en parle de plus en plus. En fait, dans chaque codex maintenant, on vous fait des liens, on vous dit oui, ils se sont battus dans cette guerre contre les Kriegs, voilà, les Hurd, voilà, et en fait, on n'a pas plus d'éléments que ça, mais je pense que c'est pour, eh bien, mettre en fait les germes des futures races qui vont sortir. Donc j'attends avec impatience. Pourquoi? Parce que bah, déjà d'un, vous savez, moi j'aime quand le fluff évolue, quand il y a des nouvelles choses à se mettre sous la dent, et là, bah, forcément, ce sera des nouvelles choses, parce que pour l'instant, on a juste des mots qui sont, enfin des noms plutôt, qui sont parsemés à travers le fluff. Là, le fait qu'on les retrouve encore, pour moi, c'est quand même un signe assez fort que, eh bien, d'ici quelques temps, on aura des choses à se mettre sous la dent. Voilà. Donc ça, c'était pour les pillards sorciers. Après, les écumeurs de l'œil d'acier, donc c'est dirigé par une femme, Carnelia. Carnelia doit en partie son succès aux 5 chasses fantômes qui lui servent de garde rapprochée et l'accompagnent partout. Les âmes qui occupent ces mécanismes de valeur inestimable proviennent de l'immense cabochon en pierre-esprit enchâssé dans la passerelle du vaisseau amiral de Carnelia. Donc ça, c'est un petit peu différent. J'attire votre attention là-dessus parce que, étant donné que c'est nouveau, de toute façon, je pense pas qu'on en a entendu parler avant, mais en fait, ça peut vous permettre de trouver une autre voie parce que on a une sorte de pierre-esprit géante qui serait sur le vaisseau mère, le vaisseau amiral de la flotte, et ça permet aussi de dire que vous pouvez tout à fait avoir des chasses fantômes, donc chevaliers fantômes, gardes fantômes, même appareils volants fantômes, au sein d'une armée de corsaires. Hein, pour ceux qui se posent la question, si vous avez envie de faire une armée Eldar, peut-être 100% convertie, ce genre de choses, eh bien, vous pouvez tout à fait avoir des gardes fantômes parmi eux. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis même en termes de conversion, je pense que des gardes fantômes ou même un chevalier fantôme en mode corsaire, franchement, j'ai vraiment envie de le voir. Alors on va terminer avec les deux dernières factions, donc la confrérie de l'éclair solaire. Là en fait c'est plus ou moins 3 flottes avec 3 frères qui chacun en fait sont xénophobes sur une espèce en particulier. Donc on en a un qui est contre les humains, un qui est contre les nécrons et un qui est contre les orques. Et bien sûr ils ne s'allient pas, mais si jamais on dit du mal de leur frère, il vient et puis ils envoient un coup de canon stellaire dans la tête. Voilà. Donc voilà, pas plus d'informations que ça. Je pense que voilà, c'est des voies qui sont données, qui peuvent permettre eh bien, de s'y retrouver. Et ensuite les dragons du néant. Donc selon les estimations de la marine impériale, c'est une flotte qui serait constituée de 3500 vaisseaux. Donc ça donne déjà une ampleur hein, de la flotte. Et puis c'est une flotte qu'on va retrouver comme ça un petit peu partout. Donc on vous dit dans le piège de Nashmoon, chez les Tau, un petit peu partout. Donc sous-entendu, au fur et à mesure qu'on va développer les corsaires, eh bien souvent on les verra les dragons du néant parce qu'ils peuvent se retrouver partout. Et puis on vous dit que même Azrubel Vect, seigneur suprême de Comorak, surveille de près les mouvements de Sarania. Donc c'est la princesse qui dirige aussi cette flotte-là. Hein, les princesses pirates, ça c'est quelque chose qui est pas mal hein, dans l'imagerie. Et en maintenant les relations personnelles et en envoyant des espions et des assassins à bord de ces vaisseaux. Et en fait, je pense que là, ce passage-là, il est là pour crédibiliser un petit peu l'ensemble, pour dire, vous voyez, les corsaires, ils sortent pas de nulle part, ils ont toujours été là. Et même un personnage aussi important qu'Azrubel Vect, et bien du coup, il a un œil sur eux. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo fluff, donc j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, pour ma part, sur ce codex, je trouve peut-être qu'on fait un petit peu trop d'étalage de tous les guerriers aspects. Au détriment des histoires qu'il pourrait y avoir, vous voyez, par rapport à une époque où on avait eh bien, une trame historique où il y avait tel événement, tel événement. Alors souvent c'était 4-5 lignes, ça emmenait pas bien loin, on ne savait pas de quoi ça venait, mais en fait ça donnait comme ça plein de petites pistes à droite à gauche en pouvant imaginer des choses. Et pour des joueurs qui sont vraiment basés sur le narratif et qui ont envie d'avoir une base et puis après de développer un narratif, et bien, ça permettait d'avoir des petites graines comme ça à utiliser et puis de faire sa propre voix. Là, je trouve que c'est beaucoup plus fermé en fait, il y a quelques
quelques pistes qui peuvent être envoyées sur le futur, mais on a vraiment plutôt l'impression de lire un codex qui est vraiment basé sur une histoire, un livre historique. En fait, là, j'ai vraiment l'impression de lire l'histoire des Eldar. Il y a quelques pistes sur l'évolution, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Voilà. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de mettre des commentaires parce que je pense que pour ce type de vidéo, c'est vraiment là où ça peut être le plus riche. Voilà. Pensez à faire le sondage, hein. Donc vous avez juste à cliquer sur le petit plus en dessous et accéder à la description. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez reparler fluff, eh bien, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, lors des lives qui sont sur Twitch. Je pense que si on en parle, enfin, je suis en train de peindre des figurines ou faire autre chose, donc il y aura vraiment possibilité d'avoir du temps pour parler de ce codex-là. Faites-vous plaisir et à bientôt. Salut à tous!